bienvenue. Ici, nous explorons le monde avec calme et curiosité, pour vous accompagner vers un sommeil doux et apaisé. Pensez à vous abonner et à laisser un like dès maintenant, car dans quelques instants, vous serez déjà prêt à dormir. Fermez les yeux, tout commence. Le berceau ancien. La terre d'Israël, située à l'intersection de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe, possède un passé historique profondément enraciné, dont les origines remontent à plusieurs millénaires. Les premières traces archéologiques retrouvées dans cette région révèlent une activité humaine ancienne, qui témoigne des débuts d'une civilisation complexe et en constante évolution depuis le 4e millénaire avant notre ère. Ces vestiges montrent que les communautés qui s'y établissaient étaient déjà confrontées aux défis de la vie sédentaire et de l'agriculture. Les fouilles effectuées dans des sites tels que Jéricho ou Megiddo ont permis de découvrir des fortifications impressionnantes et des vestiges d'habitation qui incarnent la naissance de premiers établissements structurés. Ces villes anciennes préfigurent les sociétés urbaines qui se développeront plus tard dans la région, marquant ainsi une étape essentielle dans la formation de la civilisation israélite. Les échanges commerciaux avec les régions voisines, égyptiennes et mésopotamiennes, témoignent également des liens précoces que ces communautés entretenaient. La dimension spirituelle de cette terre s'est élaborée au fil des siècles, notamment à travers l'émergence d'une tradition prophétique unique. Les récits bibliques décrivant les figures majeures comme Abraham, Moïse et les grands prophètes s'inscrivent dans cette longue continuité historique. Ces textes, bien que porteurs d'éléments religieux et mythologiques, restituent un contexte social et culturel précis dans lequel les premiers habitants ont exprimé leurs préoccupations éthiques, morales et sociales. Ils introduisent les notions fondamentales de justice, de responsabilité individuelle et collective. Les prophètes occupent une place singulière dans cette histoire, incarnant souvent la conscience critique de la société de leur temps. Isaïe, Jérémie ou Ézéchiel, parmi d'autres, ont transmis des messages qui dépassent leur époque et s'inscrivent dans une perspective universelle. Leur influence perdure en tant que fondement spirituel et culturel, inscrivant Israël non seulement dans une histoire politique, mais aussi dans un récit moral. Leurs appels à la paix, à la justice et à la fidélité rappellent l'importance des valeurs partagées dans le maintien d'un équilibre social. Parallèlement, la terre d'Israël a été le théâtre d'une succession de royaumes et de conflits marquants. Le royaume d'Israël, établi autour du XIe siècle avant notre ère, a connu un développement territorial et politique important, mais a également dû faire face à des rivalités internes et à des invasions extérieures. La division du royaume en deux entités, Israël au nord et Juda au sud, a contribué à des dynamiques complexes, mêlant alliances et affrontements. Ces événements ont profondément modelé l'identité collective de ces peuples. Les périodes de domination étrangère, notamment par les empires assyriens, babyloniens, perses et plus tard grecs, ont laissé des traces durables. Chaque conquête entraînait des changements démographiques et culturels, nécessitant une adaptation constante des populations locales. Les exils, notamment celui à Babylone, jouent un rôle crucial en renforçant le sentiment d'appartenance et en suscitant des réflexions profondes sur la condition humaine et la foi. Ce phénomène a nourri une littérature riche et variée qui a traversé les siècles. Avec l'arrivée du Second Temple, reconstruit au VIe siècle avant notre ère, une nouvelle phase commence, marquée par une restauration religieuse et une renaissance culturelle. Ce lieu sacré devient le centre d'une communauté juive vivante, malgré les défis politiques et sociaux persistants. La coexistence avec des puissances voisines et la gestion de tensions internes testent la résilience de cette société. C'est un moment où se consolidèrent des pratiques rituelles et des interprétations scripturaires qui continuent d'influencer la tradition juive. Les récits scripturaires et les découvertes archéologiques conjoints nourrissent la connaissance de cette époque, offrant une vision à la fois concrète et symbolique du passé.
Ils permettent d'appréhender l'importance accordée au lieu comme Jérusalem, qui devient progressivement un symbole central, lieu d'une aspiration spirituelle et politique. Le rôle de cette ville, toujours en transformation, s'inscrit dans un parcours historique traversé par des épisodes sombres, mais aussi par l'espoir d'un avenir renouvelé. Ces fondements anciens continuent d'éclairer la compréhension des événements qui suivront dans les siècles à venir. Ils rappellent que la terre d'Israël est bien plus qu'un simple territoire. Elle est le creuset d'une histoire humaine où se mêlent le sacré et le temporel. Cette histoire complexe, balancée entre continuité et rupture, offre une clé essentielle pour saisir la multiplicité des identités et des récits qui s'y déroulent encore aujourd'hui. La richesse des traditions spirituelles s'exprime aussi par la diversité des interprétations religieuses et culturelles qui se sont développées au fil du temps. Cette pluralité témoigne d'une capacité d'adaptation et d'un dialogue constant entre le passé et le présent, entre le local et l'universel. Dans les textes anciens comme dans les pratiques contemporaines, on retrouve cette double dimension, où la mémoire joue un rôle central à la fois comme point d'ancrage et comme moteur de l'évolution. L'étude des artefacts, des textes et des sites archéologiques illustre ainsi un parcours historique dense, marqué par une continuité remarquable malgré les défis. Ces éléments forment un corpus d'une importance capitale pour comprendre les mécanismes de formation d'une identité collective reposant sur des bases spirituelles et historiques solides. Ils révèlent aussi, en creux, les tensions toujours présentes entre mémoire et modernité. En traversant ces siècles, il devient clair que la terre d'Israël a toujours été un espace d'échange, de confrontation et de transformation. Les influences extérieures se conjuguent avec les forces internes, provoquant des mutations qui dessinent progressivement les contours d'une société singulière. Cette dynamique, qui s'inscrit au cœur du Proche-Orient ancien, ouvre la voie à une compréhension approfondie des événements ultérieurs, dont les répercussions se ressentent jusqu'à nos jours. Le passage des grandes figures prophétiques, l'émergence des royaumes, les exils et les renaissances successives composent une trame historique où se déploie la logique et la complexité du temps. Ce récit, exposé sans embellissement, présente une terre qui a su traverser des époques variées en conservant une identité forte, façonnée par une multitude d'expériences humaines et spirituelles. Il prépare ainsi le terrain pour une exploration plus détaillée des défis contemporains et des continuités historiques. Ainsi, la compréhension de ces origines anciennes éclaire le regard porté sur les transformations récentes et aide à saisir la profondeur des enjeux actuels. C'est dans cette perspective que s'engage la suite du voyage à travers les siècles, où s'entrelacent politique, croyances et culture. Cette transition naturelle conduit vers l'analyse des périodes suivantes, qui révèle comment le passé fondateur continue de façonner le présent d'une manière incontestable et essentielle. Les royaumes unifiés. Les royaumes d'Israël et de Juda représentent une étape significative dans l'histoire ancienne de la région connue aujourd'hui sous le nom d'Israël. Après la période des juges, marquée par une organisation tribale et décentralisée, la transition vers une monarchie unifiée a constitué un tournant politique et social. Cette transformation établit un système plus structuré où une autorité centrale émerge afin de rassembler les tribus dispersées. Ainsi, la monarchie dans son ensemble incarne l'évolution des institutions et la consolidation du pouvoir dans un cadre territorial défini. L'existence de ces royaumes révèle une dynamique complexe entre traditions religieuses et réalité politique. Au début du premier millénaire avant notre ère, les royaumes d'Israël et de Juda se distinguent par leurs différences géographiques et culturelles, bien que liés par une origine commune. Israël occupe une étendue plus vaste au nord, tandis que Juda se situe plus au sud, dans une région plus restreinte mais historiquement significative. Le gouvernement de ces deux entités prend la forme de monarchie héréditaire, où le roi joue un rôle central
non seulement en tant que chef politique, mais également comme figure spirituelle symbolique. Cette double fonction illustre la place importante accordée à la religion dans la gouvernance et la vie quotidienne. La coexistence de la légitimité politique et de l'autorité sacrée est une caractéristique clé de cette période. La société au sein des royaumes reflète une stratification où les élites royales et religieuses occupent une position dominante. Le roi est entouré d'un conseil composé de prêtres, de scribes et d'officiers militaires dont l'influence varie selon les contextes. Le clergé, responsable du culte et du maintien des traditions, joue un rôle essentiel dans la transmission des lois divines et humaines. Les textes religieux, en particulier ceux attribués aux prophètes, commencent à prendre une place importante en influençant les décisions politiques. Cette interaction entre pouvoir temporel et religieux contribue à forger l'identité et la cohésion des peuples d'Israël et de Juda. Les règnes de rois célèbres tels que Saül, David et Salomon marquent cette phase historique par des avancées notables. David, par exemple, est reconnu pour avoir unifié les tribus dans une capitale établie à Jérusalem. Cette ville devient un centre politique et religieux, renforçant ainsi l'autorité du royaume. Son successeur, Salomon, se distingue par la construction du premier temple destiné à abriter l'Arche d'Alliance. Cette entreprise symbolise l'ancrage définitif du culte monothéiste et attire le respect des voisins par la puissance affichée du royaume. Ces règnes incarnent une période d'expansion et de stabilité relative, mais également de défis administratifs. Malgré cette apparente unité, des tensions internes existent, provoquant parfois des crises politiques. La gestion des ressources, les inégalités sociales et les ambitions des différentes factions créent un climat propice au conflit. Les différends entre le Nord et le Sud deviennent de plus en plus prononcés, reflétant des divergences économiques et culturelles. En outre, l'attachement à des traditions distinctes commence à s'affirmer, exacerbant les divisions. L'importance symbolique du temple de Jérusalem pour Juda contraste avec d'autres centres religieux du Nord, accentuant la distance entre ces deux entités. Ces facteurs contribuent à la fragilité de l'unité politique. La séparation effective des royaumes intervient après la mort de Salomon, lorsque le royaume d'Israël au nord se détache du royaume de Juda. Ce schisme représente non seulement une division territoriale, mais aussi une scission religieuse et politique. Israël connaît une série de rois souvent instables, explorant parfois des alliances étrangères et des cultes variés. Juda, de son côté, demeure centré sur Jérusalem et le Temple, cherchant à préserver les traditions ancestrales. Cette division perdurera plusieurs siècles, rendant la région vulnérable aux puissances émergentes environnantes comme l'Assyrie et le Babylone. Les textes bibliques reflètent cette période de manière particulière, mêlant récits historiques et éléments théologiques. Les prophètes jouent un rôle crucial en appelant à la fidélité au Dieu unique et en dénonçant les dérives politiques et morales. Leur message vise à encourager la réforme et à rappeler les fondements de l'alliance passée entre Dieu et le peuple. Cette dimension prophétique influence profondément le développement religieux et social des royaumes, apportant une réflexion sur la légitimité du pouvoir et la justice sociale. Ces écrits contribuent aussi à la formation de l'identité collective sur le long terme. Parallèlement aux événements internes, les royaumes doivent faire face à des pressions extérieures. Les puissances voisines représentant des empires montants imposent leur influence par la guerre ou la diplomatie. Les rivalités territoriales s'intensifient, rendant la survie des royaumes dépendante des alliances stratégiques. Les incertitudes causées par ces conflits externes compliquent la gestion interne et accentuent les divisions. L'équilibre politique demeure un enjeu constant, oscillant entre coopération ponctuelle et hostilité. Cette situation préfigure les bouleversements majeurs qui affecteront la région dans les siècles suivants. Les vestiges archéologiques
apportent un éclairage supplémentaire sur la vie quotidienne et l'organisation sociale de ces royaumes. Les fouilles dans les sites anciens permettent de mieux comprendre les structures urbaines, les pratiques religieuses et les échanges économiques. Les inscriptions découvertes témoignent de la complexité des administrations et des réseaux commerciaux étendus. Ces découvertes confirment la richesse culturelle de la région et la diversité des influences reçues au fil du temps. Elles complètent ainsi les sources écrites en offrant une image plus concrète des réalités humaines derrière les récits. La symbolique attachée à cette période a traversé les générations, nourrissant la mémoire collective et les traditions juives ultérieures. L'idée d'un peuple uni sous une même foi et un même territoire persiste comme un élément fondateur. Les récits des rois, des prophètes et des événements marquants servent de repères identitaires. Ils sont utilisés pour expliquer les défis contemporains en invoquant un passé commun chargé de leçons et d'inspiration. Cette continuité historique aide à comprendre les enjeux culturels et religieux qui façonnent encore aujourd'hui la région et ses habitants. L'étude attentive de ces royaumes permet d'apprécier la complexité d'un passé où s'entremêlent politique, religion et société. Les successions de rois révèlent des personnalités variées, certaines plus capables de maintenir l'ordre, d'autres confrontées à des périodes de crise. Les interactions entre les différentes classes sociales donnent une idée des rapports de force et des mécanismes de pouvoir. Les institutions mises en place, tout en étant marquées par leur époque, ont jeté les bases d'un héritage durable. Cette période est donc un incontournable pour comprendre l'évolution historique d'Israël et de Juda. L'ensemble de ces éléments dessine un tableau complet d'une époque charnière, définie par l'affirmation d'une identité politique et religieuse. La coexistence fragile entre royaumes, avec leurs alliances et conflits internes, laisse entrevoir les défis auxquels ils étaient confrontés. Leur histoire, accessible grâce à une combinaison de sources textuelles et archéologiques, éclaire les origines du paysage politique du Proche-Orient ancien. Ce passage des tribus aux royaumes unifiés, puis divisés, témoigne des mutations profondes qui préparent les transformations majeures des siècles à venir. Il ouvre ainsi la voie à la réflexion sur les conséquences historiques à long terme. Alors que cette période s'achève avec la division des royaumes, elle préfigure les bouleversements politiques et religieux qui marqueront les étapes suivantes de leur histoire. Les dynamiques complexes de pouvoir et de foi continueront à façonner l'identité des populations, en s'adaptant à un monde en constante évolution. Les tensions entre unité et fragmentation constituent un thème récurrent qui traversera les siècles. Ce contexte prépare lentement le terrain pour les événements majeurs à venir et invite à poursuivre l'exploration des transformations ultérieures avec la même attention méthodique et apaisée. Ainsi, le récit se poursuit pour dévoiler de nouvelles facettes de cette histoire riche et essentielle. Les exils majeurs. L'exil babylonien, survenu au VIe siècle avant notre ère, est souvent considéré comme un tournant fondamental. Les élites judéennes furent déportées à Babylone pendant plusieurs décennies, confrontées à une culture étrangère et puissante. Cette période favorisa une intense réflexion théologique et un renforcement des traditions religieuses, telles que l'étude des Écritures et la prière en communauté. Ces pratiques devinrent des outils pour maintenir l'unité culturelle face à la dispersion géographique. À la fin de l'exil, le retour en Judée fut marqué par la reconstruction du Temple de Jérusalem, symbole tangible de la restauration identitaire. À travers l'Antiquité tardive et l'époque romaine, la dispersion d'Israël s'amplifia. Après la révolte de Bar Kokhba, au IIe siècle de notre ère, le peuple juif fut massivement expulsé de Judée, ce qui accentua la diaspora vers l'ensemble du bassin méditerranéen et au-delà. Cette dispersion géographique diverse modifia considérablement les dynamiques culturelles et religieuses, intégrant des éléments locaux tout en préservant les fondements monothéistes. Malgré la distance, la langue hébraïque et les rituels religieux demeurèrent des vecteurs essentiels de cohésion et d'identité.
Les exils au cours du Moyen Âge furent marqués par des vagues de persécutions et d'expulsions en Europe et au Moyen-Orient. Les communautés juives, souvent minoritaires, développèrent des réseaux de solidarité complexes, fondés sur une tradition d'apprentissage et de transmission du savoir religieux. La censure, les discriminations et les restrictions sociales poussèrent ces populations à une certaine clandestinité culturelle, qui tenait également à préserver le patrimoine collectif et la continuité des pratiques ancestrales. Malgré ces difficultés, les milieux intellectuels juifs prospérèrent, notamment dans des centres comme Cordoue et le Caire. La période moderne apporta de nouvelles formes d'exil, liées aux mouvements migratoires volontaires et aux expulsions sous régime autoritaire. La conscience nationale israélite se renforça, portée par une redécouverte historique et une volonté politique de retour à la terre ancestrale. Les récits des exils passés alimentèrent la construction d'une mémoire collective tournée vers la restauration d'un État souverain. Ce contexte historique complexe permit aussi l'émergence de débats internes sur l'identité, l'adaptation culturelle et la place à accorder aux diverses traditions diasporiques au sein d'une communauté plurielle. Le XXe siècle vit l'aboutissement de ce parcours à travers la création de l'État d'Israël. Un moment décisif marqué par la fin symbolique de certains exils. Toutefois, la réalité politique et sociale resta empreinte des conflits hérités, parmi lesquels la coexistence difficile avec des peuples voisins et les tensions internes liées à la diversité des communautés juives. La mémoire des exils joua un rôle crucial dans la constitution d'une identité nationale cohérente, intégrant à la fois la douleur du déplacement et la résilience culturelle. Cette mémoire fut aussi un levier dans la compréhension des enjeux contemporains liés au droit et à la reconnaissance. Au-delà des faits historiques, les exils majeurs furent toujours accompagnés d'une riche production littéraire et théologique. Les textes sacrés, les commentaires rabbiniques, ainsi que les traditions orales véhiculèrent un enseignement à la fois moral et identitaire. Ils témoignent d'une expérience humaine profonde confrontée à la perte, mais aussi à l'espérance d'un retour symbolique ou effectif. Ce lien entre mémoire et espoir reste une constante, nourrissant la réflexion sur la survivance d'un peuple à travers les siècles et les espaces géographiques. L'impact des dispersions sur la culture israélite se manifeste également dans la diversité linguistique et les pratiques rituelles. La coexistence de l'hébreu, du yiddish, du ladino et d'autres langues reflète cette complexité historique. Chaque communauté sut adapter ses traditions religieuses et sociales au contexte spécifique tout en conservant un socle commun. L'étude de ces adaptations permet de mieux comprendre les mécanismes de préservation et d'évolution d'une culture en perpétuel mouvement, fragile face aux aléas de l'histoire, mais toujours dynamique. Ainsi, les exils ne furent pas uniquement des épisodes douloureux ou des ruptures. Ils constituèrent des phases de transformation, de renouvellement et de recomposition identitaire. Ces temps d'éloignement forcé suscitaient aussi la créativité intellectuelle et la densification d'un sentiment d'appartenance partagée. L'analyse des différentes vagues d'exil révèle une redéfinition constante des notions de lieu, de communauté et de foi, fondée sur une expérience collective intimement liée au territoire originel, malgré la dispersion. L'évolution des relations entre les diasporas et la terre d'Israël a été marquée par des fluctuations, influencées par des facteurs politiques, sociaux et religieux propres à chaque époque. Les liens maintenus à travers les prières, les pèlerinages et les projets de retour attestent d'une volonté permanente de reconnexion, même lorsque les réalités concrètes semblèrent rendre l'union impossible. Cette dynamique démontre que l'exil ne doit pas être perçu comme une simple séparation, mais comme un processus complexe où distance et proximité s'entremêlent. L'étude approfondie des grands exils israélites invite à considérer la mémoire collective au-delà des faits historiques, en évaluant son influence sur les imaginaires contemporains et les identités individuelles. Elle permet de mieux saisir
comment les expériences du passé continuent de façonner les sociétés d'aujourd'hui, dans leurs aspirations, leurs tensions et leurs dialogues interculturels. Cette perspective est essentielle pour comprendre les enjeux actuels liés aux conflits et au processus de réconciliation dans la région. Le récit des exils majeurs ouvre également une réflexion sur les mécanismes universels de survie culturelle face à la dispersion. Il révèle que la transmission, le souvenir et l'adaptation sont des piliers essentiels pour la continuité d'une civilisation confrontée à l'adversité. L'histoire d'Israël, à travers ses exils, montre ainsi combien la résilience collective repose sur une mémoire vivante et partagée, capable d'intégrer le passé tout en projetant un avenir. En conclusion, les phases d'exil ont profondément marqué la trajectoire historique et culturelle d'Israël. Elles ont contribué à forger une identité complexe, nourrie à la fois par la douleur de la séparation et la force d'une mémoire vivace. Cette mémoire constitue un lien entre les générations et un fondement pour les réalités contemporaines, inscrivant l'expérience israélite dans une continuité historique singulière. La compréhension de ces exils offre alors une clé précieuse pour appréhender les défis présents et futurs. Cette méditation sur les grands exils invite maintenant à explorer les transformations internes à la société israélite dans la période suivante, en analysant les évolutions sociopolitiques qui ont accompagné la formation d'un État et les recompositions des identités au sein de ces populations diverses. L'époque perse est hellénistique. La période perse en Israël commence au VIe siècle avant notre ère, lorsque l'empire néo-babylonien cède la place aux Perses. Cette transition politique marque un changement profond dans la gestion des territoires conquis. Le roi perse, connu pour sa politique de tolérance religieuse et culturelle, permet aux populations locales, y compris les exilés juifs revenus de Babylone, de restaurer leurs pratiques religieuses et de rétablir le temple de Jérusalem. Cette décision influence durablement le paysage religieux de la région, consolidant le judaïsme en tant que force spirituelle et sociale. Sous l'autorité perse, l'organisation administrative de la Judée se développe. Les satrapes, représentants de l'empire, gouvernent avec une certaine autonomie locale, favorisant la coexistence entre différentes communautés. Cette période est également marquée par la rédaction et la compilation de textes sacrés, qui intègrent et reflètent les expériences de l'exil et du retour. La centralisation des pratiques cultuelles autour du temple accentue la cohésion sociale et ouvre la voie à des transformations dans la lecture et l'interprétation des écrits religieux. Les influences perses dépassent le cadre politique et religieux. Sur le plan culturel et économique, le contact avec les vastes territoires de l'Empire favorise un échange de marchandises, d'idées et de savoir-faire. L'introduction de monnaies standardisées facilite les échanges commerciaux, tandis que l'art et l'architecture manifestent des traits caractéristiques de l'esthétique perse, visibles dans certains édifices restaurés ou construits à cette époque. Ces éléments témoignent d'un syncrétisme, où les traditions locales s'enrichissent par l'ouverture à des influences extérieures. À la fin du IVe siècle avant notre ère, l'empire achéménide s'effondre sous les conquêtes d'Alexandre le Grand. Sa victoire inaugure l'ère hellénistique qui transforme profondément le territoire et la société israélienne. Les Grecs apportent avec eux une nouvelle langue, une administration remaniée et une culture imprégnée par les valeurs helléniques. La langue grecque devient peu à peu dominante dans les sphères politiques et intellectuelles, transformant les modes de communication et la transmission du savoir. Ce changement politique modifie également la structure urbaine et les modes de vie. L'implantation de villes selon le modèle des cités grecques favorise le développement d'infrastructures urbaines telles que l'agora, les gymnases, les théâtres. Ces espaces sont des lieux de socialisation et de diffusion de la culture grecque qui cohabitent avec les pratiques traditionnelles locales. L'élite locale adopte parfois ces us et coutumes, créant un entrelac culturel
où l'hellénisme et le judaïsme interagissent de manière complexe. Sur le plan religieux, la période hellénistique est marquée par des tensions entre les partisans de la tradition locale et ceux qui embrassent les influences de grec. Certains pratiquants adoptent des éléments extérieurs, tandis que d'autres résistent pour préserver l'identité cultuelle et rituelle. Ces dynamiques favorisent l'émergence de mouvements diversifiés au sein de la société, contribuant à des débats autour des interprétations de la loi et des pratiques religieuses qui influenceront les développements ultérieurs. L'apparition de la pharisaïsme et du sadducéisme reflète en partie ces tensions. Les pharisiens valorisent la tradition orale et cherchent à adapter la loi aux nouveaux contextes sociaux, tandis que les sadducéens, souvent issus de l'aristocratie, défendent une lecture plus rigide des textes. Cette dualité souligne la complexité du judaïsme à cette époque, pris entre continuité historique et adaptation aux réalités hellénistiques. Elle prépare aussi le terrain pour les débats religieux et politiques des siècles à venir. Les rivalités politiques augmentent avec la fragmentation de l'empire hellénistique entre les royaumes des successeurs. La Judée devient une zone d'influence contestée, d'abord sous l'autorité des Ptolémées d'Égypte, puis sous celle des Séleucides de Syrie. Chaque conquérant impose ses politiques pour asseoir son contrôle, ce qui engendre alternance de périodes de relative autonomie et de confrontation. Ces oscillations affectent la stabilité locale et nourrissent un sentiment de résistance identitaire. Au IIe siècle avant notre ère, les tensions aboutissent à une révolte majeure menée par la famille des Maccabées. Cette insurrection armée contre les Séleucides est motivée par la défense de la pratique religieuse contre les tentatives d'imposition de culte hellénistique, dont le culte au dieu grec. Le succès des Maccabées dans la restauration d'un gouvernement juif indépendant marque un moment crucial pour la souveraineté politique et la préservation culturelle. Cette période voit aussi le renforcement des institutions religieuses. La dynastie hasmonéenne qui suit combine pouvoir politique et autorité religieuse, ce qui crée de nouveaux défis pour l'équilibre interne. Cette fusion de rôles intensifie les rivalités entre factions, chacun cherchant à influencer la direction religieuse et politique de la communauté. Par ailleurs, cette période est certainement caractérisée par la poursuite du syncrétisme culturel, mêlant héritage hellénistique et tradition juive, parfois de manière conflictuelle, parfois harmonieuse. L'étude de cette époque fait apparaître un processus complexe de transformation, où la région et ses habitants naviguent entre adaptation et résistance. La domination perse puis hellénistique introduit des éléments étrangers qui modifient le paysage existant sans pour autant effacer entièrement les traditions locales. Ce jeu subtil entre continuité et rupture façonne la trajectoire historique, préparant le terrain pour les développements futurs qui continueront de définir l'identité de la région. En considérant ces siècles, on perçoit également l'émergence progressive d'une conscience collective, forgée par les événements et les choix politiques. Ces expériences historiques constituent une couche fondamentale dans la construction de l'histoire d'Israël, révélant la manière dont des influences diverses peuvent coexister et s'affronter, façonnant un héritage complexe. Ainsi, la période perse et hellénistique apparaît comme une phase essentielle dans la compréhension de l'évolution politique et religieuse. Cette phase n'est pas simplement un chapitre de domination étrangère, mais un moment où se construisent des contours contemporains du judaïsme et de la société israélienne. La coexistence d'éléments locaux et extérieurs crée une dynamique qui influence les structures sociales, les croyances et les alliances postpolitiques. Les réflexions et les ajustements initiés durant cette période alimenteront les développements des siècles suivants, éclairant les voies empruntées par cette région pluriséculaire. L'histoire de ce temps invite à observer les complexités et nuances des interactions culturelles, économiques et spirituelles qui caractérisent toute région au carrefour des civilisations. La région d'Israël, située au carrefour des empires et des cultures,
bénéficie et souffre de ses influences successives, ce qui se manifeste dans son héritage multiple. Ce regard historique offre des clés pour mieux comprendre les enjeux présents, en révélant la profondeur des processus qui ont façonné le territoire. C'est donc à partir de cette période perse puis hellénistique que se concrétisent des modèles d'organisation politique et religieuse, qui prépareront les transformations de l'époque romaine. Sont posées les bases des tensions identitaires et des adaptations culturelles qui continueront d'animer la société israélienne. La question de la coexistence entre tradition et innovation se trouve au centre des préoccupations de cette époque, résumant le défi historique majeur de cette région. Progressivement, ces évolutions invitent à aborder la période suivante où l'influence romaine devient prépondérante, apportant son propre ensemble de changements et de défis. La complexité des héritages passés se mêle aux nouveautés apportées par l'Empire romain, créant un terrain encore plus fertile pour les interactions culturelles et politiques. Ainsi, le récit historique se poursuit dans un continuum où chaque époque inscrit ses traces dans le tissu vivant d'Israël. La période romaine. L'histoire de la période romaine en Israël débute à une époque où l'Empire romain étendait son influence sur la Méditerranée orientale, s'implantant durablement sur des terres marquées par une riche mosaïque culturelle. Cette occupation, qui débuta dans la seconde moitié du 1er siècle avant notre ère, transforma profondément les structures politiques, sociales et religieuses locales, suscitant à la fois adaptation et résistance. La province de Judée, placée sous domination romaine, vit l'émergence de tensions croissantes, notamment en raison des exigences fiscales et des bouleversements administratifs imposés par Rome. La société juive, héritière d'une tradition millénaire, se retrouva confrontée à des choix difficiles dans un contexte d'occupation étrangère. Dès cette période, les élites juives se divisèrent sur la meilleure manière de gérer la présence romaine. Certains, notamment les prêtres et les sadducéens, privilégièrent la coopération avec les autorités pour préserver la stabilité de leurs institutions, tandis que d'autres, tels que les pharisiens, développaient un accent sur la loi orale et les pratiques religieuses afin de renforcer l'identité culturelle indépendamment du pouvoir étranger. Cette dualité illustre la complexité des réactions face à l'autorité impériale. Par ailleurs, les Esséniens, groupe ascétique souvent associé à Qumran, proposaient une voie alternative en rejetant totalement le monde extérieur, préparant ainsi un avenir eschatologique à travers une stricte observance des règles. La montée des tensions s'intensifia particulièrement dans la première moitié du 1er siècle de notre ère, alors que les populations locales supportaient mal l'augmentation des prélèvements et l'ingérence croissante dans leurs pratiques religieuses. L'édit de César servit de toile de fond à une période d'instabilité. En cette époque, les aspirations à l'indépendance politique s'exprimèrent de manière plus ouverte, avec les Zélotes incarnant une faction militante prête à l'insurrection. Leur opposition farouche à Rome s'inscrivait dans un cadre religieux et nationaliste, reflétant une volonté de restaurer un État juif souverain. Cette atmosphère tendue culmina avec la révolte majeure commencée en l'an 66, connue sous le nom de Grande Révolte juive. La résistance locale se structura rapidement, prenant de court les forces romaines et perturbant durablement l'ordre établi. Cependant, la puissance militaire romaine, dirigée par des généraux expérimentés, répondit avec une vigueur stratégique remarquable. Après plusieurs années d'affrontements sanguinaires, la capitale Jérusalem fut assiégée. L'événement le plus marquant fut la destruction du Second Temple en l'an 63, un acte symbolique aux conséquences immenses pour la communauté juive. Ce lieu sacré, centre du culte et de la vie collective, fut réduit en ruine, signifiant une rupture profonde dans l'histoire spirituelle et sociale du peuple. La chute du temple entraîna un bouleversement complet des structures religieuses. Le sacerdoce traditionnel,
perdit son rôle central et les synagogues devinrent des lieux privilégiés d'études et de prière. Cette transformation fut aussi le socle d'une évolution doctrinale, où les textes sacrés prirent une importance croissante, notamment la Torah interprétée selon les enseignements pharisiens. La diaspora juive, désormais dispersée à travers l'Empire romain, maintint ainsi vivante la mémoire de cette période complexe, tout en réadaptant ses pratiques à de nouvelles réalités géographiques. Les décennies suivantes furent marquées par une série d'autres soulèvements, comme la rébellion de Bar Kokhba dans la seconde moitié du second siècle. Cette dernière éruption de violence témoigne de l'impossibilité pour certains d'accepter la domination romaine prolongée et le changement drastique des conditions de vie. Toutefois, la répression fut sévère, entraînant des pertes humaines considérables et un exil forcé de nombreuses communautés juives. L'interdiction d'accès à Jérusalem pour les Juifs fut aussi une conséquence de cette révolte, renforçant davantage le sentiment de dépossession et stimulant la quête d'identité religieuse renouvelée. Sur le plan social, cette période vit également l'intégration progressive des populations juives à la vie économique et culturelle de l'Empire. Malgré les conflits, des échanges importants eurent lieu, notamment à travers les routes commerciales reliant Rome à l'Orient. Des artisans, commerçants et intellectuels participèrent à un tissu urbain dynamique, reflet d'une société en mutation. La diversité des convictions religieuses et des affiliations politiques ajoutait une complexité supplémentaire, souvent mise sous pression par les impératifs du pouvoir romain. Cette coexistence fragile nourrit une base historique pour la multiplication des courants religieux, y compris ceux qui s'incarnèrent plus tard dans le mouvement chrétien. En envisageant cette époque dans sa globalité, il apparaît clair que l'empreinte romaine, tout en étant marquée par la violence et la domination, fut aussi un catalyseur pour des mutations fondamentales. Celles-ci posèrent les bases des développements ultérieurs, tant dans la sphère religieuse que dans la configuration sociale de la région. La mémoire collective juive, façonnée par ces événements, conserva un souvenir vivace des pertes subies, mais aussi de la résilience démontrée face à une histoire en pleine évolution. Cette compréhension historique ouvre la voie à une réflexion plus large sur les continuités et ruptures qui constituent le tissu du passé israélien. La complexité de cette période, entre oppression et renouveau, invite à considérer non seulement les faits dans leur réalité chronologique, mais aussi leur interprétation dans la construction identitaire. Ainsi, une lecture attentive permet de mesurer la portée des changements intervenus, qu'ils soient visibles dans l'architecture urbaine, les écrits religieux ou les pratiques sociales. Chacune de ces dimensions participe à un tableau riche et nuancé d'une terre où se croisent influences multiples et aspirations profondes. À mesure que la période romaine s'achève, les héritages inscrits dans ce temps demeurent palpables, annonçant les prochaines séquences historiques qui façonneront Israël et ses habitants. Les séquelles de ces siècles de domination, de révolte et de transformation façonnent encore aujourd'hui les débats et les identités locales. Cette étape majeure constitue donc un élément clé de la longue trilogie historique qui nous guide vers les réalités complexes du Moyen-Âge et des temps plus récents. Le regard tourné vers ce passé, on peut désormais s'avancer vers la période suivante, empreinte de nouvelles dynamiques propres à un contexte en mutation constante. Les premiers siècles du christianisme. La naissance du christianisme se situe dans la province romaine de Judée, au 1er siècle de notre ère. Ce territoire, disputé par plusieurs forces politiques, est aussi un carrefour d'idées religieuses où coexistent judéisme ancien, syncrétisme hellénistique et divers courants religieux. Le christianisme naît de la prédication de Jésus de Nazareth, figure centrale dont l'existence historique est attestée par des sources variées. Ces enseignements se propagent initialement au sein des communautés juives, posant les fondements d'une évolution rapide qui dépasse bientôt les limites ethniques et territoriales du judaïsme. Cette nouvelle foi
revendique un message de salut universel et propose une interprétation renouvelée des textes sacrés, ce qui provoque des réactions diverses parmi les autorités religieuses juives et romaines. Le mouvement chrétien connaît des périodes de persécution, ainsi que de rapidité d'expansion. La communauté chrétienne se structure alors progressivement, adoptant des normes liturgiques et établissant des lieux de culte, tout en maintenant des liens plus ou moins étroits avec le judaïsme. La partie la plus vaste de l'Empire romain adopte également peu à peu cette foi, l'intégrant à son système social. Durant ces premiers siècles, plusieurs facteurs contribuent à l'implantation durable du christianisme. L'usage des langues vernaculaires dans les écrits sacrés et les cultes facilite la diffusion auprès de populations diverses. La promesse d'une vie éternelle après la mort, combinée à une éthique communautaire attractive, attire un nombre croissant d'adeptes, dans des milieux parfois exclus ou marginalisés. Malgré les pressions politiques et les conflits internes, la religion chrétienne étend son influence jusqu'à devenir un pilier central du tissu social et culturel. Les rapports avec le judaïsme restent ambivalents et évolutifs. Si les origines chrétiennes sont indissociables des traditions juives, une séparation progressive s'opère. La fixation du canon des Écritures et la formation du clergé chrétien participent à cette dynamique. Plusieurs textes rédigés à cette époque témoignent des débats théologiques et identitaires qui traversent ces communautés en pleine transformation. De même, l'implantation du christianisme en dehors des anciennes terres hébraïques ouvre la voie à des adaptations culturelles diverses. Par ailleurs, les conflits sociaux et politiques influencent profondément ces évolutions religieuses. Les différentes vagues de persécution sous l'Empire romain, en particulier au cours des 3 premiers siècles, marquent les croyants et renforcent leur sentiment d'appartenance. Certaines persécutions sont locales, d'autres plus vastes, et conduisent parfois à des martyrs devenus symboles de la foi. Ces épreuves contribuent à structurer les pratiques de la communauté et à affirmer sa visibilité malgré l'adversité. La transformation de l'Empire romain au IVe siècle constitue une étape décisive. La conversion de l'empereur Constantin favorise un changement profond dans le statut officiel du christianisme, qui cesse d'être une religion persécutée pour devenir majoritaire et institutionnalisée. Ce bouleversement modifie les rapports entre l'Église, le pouvoir politique et les autres religions du territoire. En parallèle, la composition sociale des fidèles s'élargit, englobant désormais différentes classes et groupes ethniques. L'expansion du christianisme s'accompagne également d'une production intellectuelle intense. La théologie, la liturgie et le droit canonique se développent pour structurer la foi et assurer son organisation. Des figures majeures, telles qu'Auguste et Basile, participent à cette élaboration, définissant doctrine et pratique. Cette période voit aussi l'apparition des premiers grands lieux de pèlerinage, contribuant à l'identification collective autour de la nouvelle religion. En outre, la coexistence avec d'autres communautés religieuses continue d'avoir une influence significative. Le judaïsme, tout en perdant progressivement son rôle central dans la formation du christianisme, maintient une présence importante. Les religions hellénistiques, ainsi que les cultes locaux, cohabitent parfois dans une certaine tolérance relative, parfois dans des tensions ouvertes, selon les époques et les régions. Cette complexité reflète la diversité culturelle du Proche-Orient à cette époque. Ainsi, les premiers siècles du christianisme dans la région sont marqués par un équilibre fragile entre continuité et rupture, innovation et tradition. Cette période fondatrice met en place les bases d'une religion qui ne cessera ensuite de se développer et de se diversifier. Elle prépare le terrain aux défis spirituels, politiques et sociaux qui caractériseront les siècles suivants dans cette zone stratégique et historiquement riche. Le parcours du christianisme ne peut être compris autrement que dans le cadre plus large de l'histoire d'Israël et du Proche-Orient. Sa naissance, sa consolidation et sa diffusion s'insèrent dans un contexte où les croyances, les cultures
et les pouvoirs s'entrelacent en permanence. Cet aperçu montre combien les dynamiques religieuses sont à la fois le reflet et le moteur des transformations profondes qui traversent la région. Les événements à venir, depuis les croisades jusqu'aux tensions contemporaines, se nourriront de cet héritage pluriséculaire, mêlant mémoire, foi et enjeux politiques. Cette histoire continue à influencer la compréhension du passé et les perspectives de l'avenir. L'ère byzantine et l'arrivée de l'islam. L'ère byzantine marque une période profonde de transformation pour les territoires anciennement contrôlés par l'Empire romain d'Orient. Cette période s'étend sur plusieurs siècles, durant lesquels les institutions politiques et religieuses se renforcent et évoluent sous l'influence des empereurs byzantins. La présence byzantine sur les terres connues aujourd'hui comme Israël est caractérisée par un souci renouvelé de gestion administrative et une volonté de préserver la chrétienté dans ces régions. Ce cadre offre un prisme à partir duquel il est possible d'observer la complexité des relations entre communautés diverses, coexistantes sur un même territoire. La conquête byzantine succède à la période romaine, mais la continuité culturelle et institutionnelle n'est pas immédiate. Dans cette époque, la religion occupe une place centrale dans l'organisation sociale et politique. Le christianisme devient la force unificatrice. Son influence paternelle se manifeste non seulement dans les sphères ecclésiastiques, mais aussi à travers des lois et des règlements qui structurent la vie quotidienne. La ville de Jérusalem, en particulier, est investie d'une importance renouvelée du fait de sa nature symbolique. Sa gestion passe entre les mains des autorités byzantines qui entreprennent la construction et la restauration de sites religieux, pierre angulaire d'une politique visant à renforcer l'identité chrétienne. Toutefois, sous la surface de cette apparente uniformité religieuse, les populations indigènes présentent une diversité remarquable. Juifs, chrétiens et païens vivent en contact parfois conflictuel, parfois harmonieux. Les tensions surgissent souvent autour des lieux saints, dont chacun revendique la propriété et la sacralité. L'émergence de monastères et d'églises affecte également l'équilibre des pouvoirs locaux. Les autorités byzantines cherchent à contrôler ces établissements, conscients de leur rôle dans le façonnement des mentalités et dans la diffusion d'une religion d'État. Cette période est ainsi marquée par une juxtaposition d'unification religieuse et de pluralité sociale. Avec l'arrivée de l'islam au 7e siècle, la dynamique du pouvoir s'en trouve profondément bouleversée. Après une série de campagnes militaires rapides, les territoires sous contrôle byzantin passent progressivement sous domination arabe. Cette transition ne se fait pas sans heurts, mais elle transforme durablement les structures politiques et culturelles de la région. La conquête musulmane instaure un nouvel ordre où l'islam devient la religion officielle de l'État, influençant la législation et le fonctionnement administratif. Néanmoins, cette nouvelle ère n'abolit pas la diversité religieuse présente, mais introduit un système de coexistence fondé sur des principes juridiques spécifiques, notamment la reconnaissance du statut de dhimmi pour les populations non musulmanes. Au cœur de cette transformation, des villes telles que Jérusalem conservent leur rôle central. Sous domination arabe, la ville demeure un carrefour spirituel majeur, accueillant des pèlerins musulmans tout en continuant d'abriter des communautés chrétiennes et juives. Les conquérants arabes établissent des structures de gouvernance intégrant des représentants locaux et assurent un certain niveau de tolérance religieuse, facteur essentiel à la stabilité de la région. Cette coexistence, fragile mais durable, reflète les convictions pragmatiques des nouveaux dirigeants qui comprennent l'importance de maintenir une continuité dans la vie économique, sociale et religieuse. Les évolutions culturelles de cette période sont également notables. La pensée, la langue et la science s'enrichissent des apports arabes tout en s'appuyant sur un héritage grec et romain. L'arabe devient la langue administrative et culturelle dominante, mais elle cohabite avec l'hébreu, le grec et d'autres langues locales. Cette diversité linguistique
témoigne de la complexité de l'identité régionale, qui ne peut être réduite à une simple opposition entre conquérants et population conquise. La période voit également l'apparition de doctrines théologiques et de débats intellectuels qui traversent les communautés juives, chrétiennes et musulmanes, chacune développant ses propres traditions tout en s'inspirant des savoirs communs. Par ailleurs, ce sont ces siècles qui construisent les bases du paysage religieux et politique souvent étudié dans les analyses contemporaines. L'organisation territoriale instituée par les califats est respectueuse des frontières traditionnelles, mais elle y superpose des nouvelles formes de pouvoir et de gestion. La construction d'infrastructures, la stimulation du commerce et le développement des routes facilitent des échanges culturels intenses. Ces facteurs contribuent à une renaissance régionale sous différentes formes, loin des clichés d'une période uniquement marquée par le conflit. Parmi les témoignages matériels, les vestiges architecturaux de cette époque racontent une histoire de coexistence difficile mais dynamique. Églises, synagogues et mosquées, souvent adjacentes, incarnent la superposition des influences. Le patrimoine artistique s'enrichit également de ces interactions, témoignant d'un style hybride qui combine plusieurs traditions. Cette pluralité esthétique est un reflet tangible de la complexité historique, une mémoire vivante inscrite dans la pierre. L'administration byzantine introduit des mécanismes juridiques sophistiqués, inspirés du droit romain classique, qui seront adaptés sous la domination musulmane pour répondre à la nouvelle réalité politique. La législation concernant la propriété, le statut des individus et les obligations fiscales évoluent, rendant compte de la nécessité d'une gestion pragmatique dans un environnement multiculturel. Ces adaptations montrent la capacité des pouvoirs en place à intégrer des éléments hérités du passé tout en innovant face aux défis posés par l'expansion islamique. La coexistence des populations favorise également l'émergence de réseaux de commerce intercommunautaires. Les échanges de biens, de savoirs et d'influences culturelles transcendent parfois les barrières religieuses, offrant une vision d'internationalisme précoce. Ces dynamiques commerciales stimulent l'économie locale et renforcent la stabilité de la région. Elles permettent à des communautés jadis divisées de participer ensemble à un projet de développement commun, sous l'égide tantôt byzantine, tantôt arabe. Il est important de souligner que cette période n'est pas seulement une succession de conquêtes, mais aussi un temps où les sociétés locales réagissent et s'adaptent à de nouveaux gouvernements. Ces populations continuent de pratiquer leurs traditions tout en intégrant progressivement de nouveaux codes. Cette interaction complexe façonne un paysage humain varié, marqué par la persistance de rites et croyances propres à chaque groupe, mais aussi par des échanges permanents. Ainsi, l'ère byzantine et l'arrivée de l'islam constituent une phase essentielle pour comprendre les fondements de la région telle qu'elle est aujourd'hui. Loin d'être une simple transition, cette période met en lumière l'importance des mécanismes de coexistence politique et religieuse. Elle offre une clé d'analyse pour appréhender la richesse et la complexité des identités qui s'y construisent, dans un contexte souvent perçu comme conflictuel. En terminant cette exploration, il est possible d'envisager la suite des événements comme le prolongement naturel des transformations amorcées au cours de ces siècles. Les structures sociales et politiques établies sous les empires byzantins puis musulmans créent un cadre dans lequel les crises et les évolutions futures pourront se dérouler. Cette continuité historique invite à poursuivre l'examen des dynamiques qui mèneront aux configurations contemporaines à travers les tensions et dialogues qui persistent jusqu'à nos jours. Les croisades et les royaumes francs. Les croisades représentent un épisode complexe et multiforme de l'histoire de la région, marqué par une série d'expéditions militaires initiées principalement par les royaumes chrétiens d'Europe occidentale. Ces expéditions avaient pour but initial de reprendre le contrôle des lieux saints que les musulmans avaient conquis au cours des siècles précédents. L'appel au départ des croisades fut lancé au tout début du XIe siècle et s'intégra dans un contexte où la chrétienté cherchait à se renforcer face à diverses menaces extérieures et internes.
La première croisade s'ordonna sous l'impulsion du pape Urbain II à la fin du XIe siècle. Ce mouvement connut une mobilisation importante à travers l'Europe, faisant appel à divers groupes sociaux, dont la noblesse, les paysans et les religieux. Le parcours des croisés fut long et jalonné d'obstacles variés. Après plusieurs années de combats, ils réussirent à établir plusieurs États latins d'Orient, notamment le royaume de Jérusalem. Ces entités eurent une existence fragile, constamment menacée par leur environnement politique et militaire. L'implantation des royaumes francs en Terre Sainte introduisit un changement significatif dans l'équilibre régional. Ces États eurent pour particularité de mêler une organisation féodale européenne à une coexistence souvent tendue avec les populations locales musulmanes et chrétiennes orientales. Des échanges culturels s'installèrent toutefois, engendrant une circulation limitée de savoir, de techniques et d'idées, malgré la violence persistante du conflit. Néanmoins, les croisades furent aussi à l'origine de tensions accrues entre communautés, ayant des répercussions durables. Les croisades suivantes, numérotées de la 2e à la 9e, furent caractérisées par des objectifs plus fluctuants et souvent animés par des ambitions personnelles ou politiques. Ces expéditions furent marquées par des succès initiaux, mais aussi par des revers importants. Des figures clés telles que Richard Cœur de Lion ou Saladin se détachèrent lors de ces campagnes, illustrant la complexité des alliances et des rivalités. On observa également des transformations dans les stratégies et les moyens employés, y compris la montée en puissance des ordres militaires comme les Templiers et les Hospitaliers. D'une part, ces croisades ont contribué à un renforcement temporaire du contrôle occidental sur certaines parties du Levant. D'autre part, elles ont précipité des conflits qui dépassaient largement les frontières locales, impliquant des dynamiques géopolitiques englobant l'Empire byzantin, les royaumes européens et les États musulmans. Les interactions militaires et diplomatiques aboutirent par moments à des trêves fragiles, mais aussi à des affrontements majeurs qui redéfinirent les limites territoriales. Les conséquences des croisades sur la société et la culture ne se limitèrent pas aux zones directement impliquées. En Europe, ces expéditions alimentèrent un imaginaire chrétien marqué par le pèlerinage et la guerre sainte. Elles eurent aussi des influences sur le commerce, en ouvrant de nouvelles routes et en favorisant la circulation de produits exotiques. Parallèlement, le contact avec l'Orient permit aux Européens de découvrir des savoirs et des technologies jusqu'alors méconnus. Cela eut des répercussions sur le plan intellectuel, ainsi que sur le développement de certaines sciences. Sur le plan religieux, les croisades accentuèrent la polarisation entre les différentes confessions présentes dans la région. Le rôle des papes et des autorités ecclésiastiques fut déterminant dans la mobilisation des fidèles et dans la justification des conflits. Toutefois, les événements laissèrent également place à des formes de dialogue limitées entre communautés, notamment par l'intermédiaire des marchands et des diplomates. Cette dualité entre confrontation et coexistence caractérise profondément cette période. Le déclin progressif des royaumes francs, au cours du XIIIe siècle, s'explique par plusieurs facteurs conjugués, parmi lesquels les difficultés à maintenir des lignes de ravitaillement, l'évolution des alliances locales, ainsi que les mutations internes en Europe et en Orient. La reconquête musulmane sous la conduite de leaders déterminés permit de réduire l'influence occidentale jusqu'à la chute de la ville de Saint-Jean d'Acre, dernier bastion chrétien à la fin du XIIIe siècle. Ce moment symbolise en quelque sorte la fin d'un chapitre essentiel de cette longue confrontation. Malgré la disparition des États francs, l'impact des croisades sur la configuration politique du Moyen-Orient resta sensible. L'instabilité persistante et le morcellement des pouvoirs favorisèrent l'émergence de nouvelles dynasties et des réseaux d'alliances variés. Par ailleurs, la mémoire des croisades se perpétua dans les récits historiques et dans le discours religieux, nourrissant des représentations souvent contradictoires. Cette mémoire influence encore aujourd'hui certains aspects des relations entre peuples et confessions.
L'étude de ces épisodes invite à comprendre que les croisades ne furent pas uniquement des guerres religieuses, mais des phénomènes multidimensionnels mêlant enjeux spirituels, politiques, économiques et culturels. Elles marquent un temps où les échanges et les confrontations ont contribué à forger une nouvelle donne dans la région, aux conséquences qui dépassent largement le cadre temporel de la période elle-même. Le regard porté sur ces événements nécessite ainsi une approche nuancée et contextualisée. À travers ces siècles troublés, la terre d'Israël et ses environs conservèrent une place singulière, à la croisée des chemins entre Orient et Occident. Les transformations subies lors des croisades illustrent les dynamiques complexes à l'œuvre, où les héritages antiques se mêlent aux mutations médiévales. Ces siècles de conflits et d'adaptation préparèrent le terrain au développement ultérieur qui marquerait l'histoire moderne de la région et ses enjeux contemporains. La compréhension de cette période invite à considérer les croisades non seulement comme une succession de batailles, mais comme une étape clé dans la lente construction d'un espace partagé, parfois conflictuel, parfois coopératif. La multiplicité des acteurs et des motivations présente un tableau riche et contrasté, loin des simplifications courantes. La prudence dans l'analyse permet de saisir la complexité du phénomène et son rôle dans un processus historique continu. La fin de cette ère conduit naturellement à s'intéresser aux périodes qui suivirent, notamment l'établissement des empires qui dominèrent la région durant plusieurs siècles, avec leur propre logique administrative et sociale. Ces transformations s'inscrivent dans la continuité des événements précédents, tout en annonçant de nouvelles formes de relations entre les différentes communautés. L'étude de cette séquence historique offre ainsi une perspective approfondie sur les évolutions successives qui façonnèrent la région. Les croisades demeurent un objet de recherche et de réflexion intense, suscitant débats et réévaluation quant à leur portée et à leur signification. Elles constituent un exemple manifeste des interactions entre religion, pouvoir et culture dans une zone géographique d'une importance stratégique majeure. Cette histoire complexe invite à poursuivre l'examen des ramifications plus larges qui affectèrent le Levant au fil des siècles, dans une perspective toujours renouvelée. Cette transition ouvre la voie à une analyse approfondie de la période ottomane, durant laquelle la région connut des transformations significatives, tant sur le plan politique que social. Le passage de l'influence des royaumes francs à celle des sultans ottomans illustre une nouvelle phase d'organisation et de domination, marquée par des mécanismes différents, mais tout aussi déterminants pour la suite de l'histoire. La continuité et le changement se tissent ainsi dans le tissu de l'histoire locale. L'époque ottomane. L'Empire ottoman a régné sur la région de la Palestine pendant plusieurs siècles. Une période marquée par une organisation administrative méticuleuse et une coexistence de nombreuses communautés. Cette ère, qui s'étend d'environ 1521 à 1921, s'inscrit dans la longue histoire de cette terre, reflétant une stabilité relative malgré des défis constants et une diversité culturelle remarquable. Sous la domination ottomane, la Palestine faisait partie du vilayet de Syrie, subdivisé en plusieurs districts appelés Sanjaks. Ces divisions administratives étaient essentielles pour gérer un territoire aux contours mouvants et aux populations variées. Chaque Sanjak était gouverné par un mutasarrif, responsable de la collecte des impôts, du maintien de l'ordre et de l'application des lois selon le cadre ottoman. Ce système permettait une certaine autonomie locale tout en assurant la suzeraineté impériale. La vie quotidienne dans cette période révélait un équilibre entre tradition et adaptation. Les villages, souvent dirigés selon des coutumes ancestrales, vivaient principalement de l'agriculture. Les cultures de céréales, d'olives et de vignes occupaient une place centrale, nourrissant des communautés dont les tailles variaient de quelques dizaines à plusieurs centaines d'habitants. Le commerce local et à longue distance, notamment avec la Méditerranée, contribuait à l'économie avec des marchés où se vendaient produits alimentaires, textiles et artisanats.
La diversité religieuse et culturelle manifestait une coexistence que certains contemporains qualifiaient de pluraliste. Juifs, chrétiens et musulmans partageaient cet espace, mais suivaient des modes de vie parfois distincts. Les systèmes de Millet, conférant aux communautés religieuses une certaine autonomie judiciaire et éducative, permettaient d'organiser les relations internes tout en assurant une certaine uniformité juridique impériale. Cette organisation favorisait une gestion pragmatique des différences sans effacer les tensions latentes. Les autorités ottomanes, confrontées aux réalités locales, durent souvent composer avec des cheikhs, des notables influents dans leurs villages et villes. Ces leaders locaux jouaient un rôle crucial comme intermédiaires, organisant la collecte des taxes, arbitrant des conflits et veillant à la sécurité. Ce pouvoir délégué aboutissait à une structure complexe, où la loyauté envers l'Empire oscillait avec les intérêts communautaires. Le réseau ferroviaire, notamment la ligne Hedjaz, construite à la fin du XIXe siècle, représenta une avancée technique et symbolique. Elle facilitait les déplacements, renforçait le lien entre les provinces et ouvrait la voie à une plus grande circulation des personnes et des idées. Par ailleurs, le développement urbain dans des villes comme Jérusalem, Jaffa et Haïfa modifiait peu à peu les modes de vie, attirant des populations diverses et créant de nouvelles dynamiques économiques. La vie religieuse restait au cœur des identités communautaires. Les pèlerinages, en particulier pour les musulmans vers la Mecque grâce à la ligne Hedjaz, ou pour les chrétiens à Jérusalem, structuraient le calendrier social. Les autorités ottomanes entretenaient un certain respect pour les lieux saints, conscients de leur importance internationale et symbolique. Ce respect assurait une fonction diplomatique subtile, notamment vis-à-vis des puissances européennes intéressées par ces sites. Malgré cette stabilité relative, la région n'était pas exempte de tensions. Les différends entre communautés, les revendications nationales naissantes et les intérêts stratégiques étrangers suscitaient des conflits ponctuels. L'autorité ottomane, plus préoccupée par les transformations internes et les menaces extérieures, peinait à assurer un contrôle strict et uniforme. Ces fragilités apparurent plus clairement avec les prémices de la Première Guerre mondiale. L'économie locale, elle, restait majoritairement agricole, mais subissait des transformations induites par les progrès technologiques et les exigences des marchés. L'irrigation, le commerce international, ainsi que l'émergence de nouvelles classes marchandes redessinaient les rapports sociaux. Le rôle des familles influentes, souvent mêlées à l'administration, évoluait vers une forme de notabilité moderne, où capital économique et pouvoir politique se renforçaient mutuellement. Les relations avec les populations nomades, notamment les Bédouins, étaient gérées par des accords et des compromis. Ces communautés mobiles contrôlaient des zones importantes pour les routes commerciales, et leur coopération ou opposition influençait la stabilité régionale. Le pouvoir ottoman devait intégrer ces réalités parfois conflictuelles dans son dispositif de gouvernance, oscillant entre fermeté et négociation. Les cultures populaires, enfin, traduisèrent en cette mosaïque. Langues et dialectes coexistaient, tandis que les pratiques culinaires, les arts artisanaux et les fêtes religieuses reflétaient cette diversité. La musique traditionnelle, les récits populaires et les coutumes exprimaient une identité à la fois locale et connectée à une longue histoire partagée. Ainsi, l'époque ottomane dans cette région représente un équilibre complexe entre tradition et modernité, entre centralisation administrative et autonomie locale, entre stabilité et tension profonde. Cette période jette des bases qui influencent encore les dynamiques contemporaines. La transition vers le XXe siècle, avec ses bouleversements majeurs, annonce les évolutions cruciales à venir, que le récit suivant explorera avec un regard attentif sur les transformations politiques et sociales. Le mandat britannique et les tensions montantes. Le mandat britannique sur la Palestine, institué après la Première Guerre mondiale,
a marqué une période complexe de transformation profonde dans cette région. La dissolution de l'Empire ottoman a laissé place à une administration nouvelle, confiée à la Grande-Bretagne par la Société des Nations. Ce mandat, entamé officiellement en 1919, visait à préparer le territoire à une autonomie future, tout en respectant un équilibre délicat entre les différentes communautés présentes. La coexistence entre Arabes et Juifs, bien que de longue date difficile, se manifesta désormais sous des formes renouvelées par les enjeux politiques imposés de l'extérieur. Dans les premières années du mandat, les autorités britanniques durent gérer une situation incertaine où se croisèrent aspirations nationales et revendications territoriales. Les populations arabes, majoritaires dans la région, ressentaient une montée des inquiétudes face à l'immigration juive encouragée par le mouvement sioniste. Ce dernier, fondé dans le dernier quart du XIXe siècle, prônait le retour des Juifs en terre d'Israël, animé par un idéal nationaliste qui se renforça après la déclaration Balfour de 1917. Ce document politique exprimait le soutien officiel britannique à l'établissement d'un foyer national juif en Palestine, suscitant des réactions contrastées et alimentant des tensions sous-jacentes. Les mécanismes administratifs du mandat furent marqués par des efforts contradictoires. D'une part, la Grande-Bretagne devait encadrer la gestion du territoire pour assurer sa stabilité. D'autre part, elle était confrontée à des aspirations antagonistes provenant des différentes communautés. Ces dernières exprimèrent leur volonté à travers des formes variées d'organisation politique et sociale. Les Arabes palestiniens commencèrent à formuler des demandes plus explicites d'autonomie, incarnées notamment par la montée de partis nationalistes. En parallèle, la communauté juive structura ses institutions et développa des moyens d'autodéfense pour faire face aux violences croissantes, ce qui reflétait une dynamique d'affirmation du pouvoir local propre à chaque groupe. La délimitation des zones d'habitation, des terres cultivables et des exploitations agricoles fut un enjeu central au cours de cette période. La terre, symbole à la fois matériel et identitaire, fut l'objet de tractations souvent conflictuelles. Le sionisme pratique s'appuya sur l'achat de terres, ce qui suscita des résistances parmi les populations arabes locales qui voyaient leur accès à la terre se restreindre progressivement. Cette opposition s'inscrivit dans un contexte géopolitique plus large, où les puissances européennes exerçaient une influence importante par le biais des mandats et d'intérêts économiques variés. Les tensions se manifestèrent parfois par des épisodes violents, dont les répercussions dépassèrent le cadre local. Par exemple, les révoltes arabes de 1927 à 1929 illustraient le mécontentement populaire face à l'augmentation de l'immigration juive et au contrôle britannique. Ces manifestations traduisirent une profonde méfiance à l'égard des autorités impériales et une volonté nette de résistance face à ce qui était perçu comme une menace à l'identité arabe de la Palestine. La répression menée par les forces britanniques fut l'objet de nombreuses critiques, exacerbant le climat déjà tendu. Sur le plan international, la question palestinienne attira l'attention croissante de puissances aux intérêts divergents. Les États-Unis, par exemple, suivirent avec prudence l'évolution, prodiguant un soutien indirect aux aspirations sionistes, tout en cherchant à maintenir la stabilité régionale. Les Nations Unies, en formation, commencèrent à envisager des solutions pour réguler les conflits futurs. La diplomatie du mandat britannique se trouva souvent prise en étau entre son engagement à la fois envers les populations locales et les exigences formulées par Londres et ses alliés. Dans le même temps, la communauté juive de Palestine développait ses structures économiques et sociales, bâtissant une base solide pour ce qui deviendrait plus tard un État. L'émergence d'institutions éducatives, culturelles et politiques témoignait de cette volonté d'autonomie. Le développement de réseaux d'immigration organisés, notamment grâce à l'Aliyah, renforça l'identité collective. Simultanément, l'organisation des milices, telles que la Haganah,
apparu comme une réponse pragmatique à l'insécurité grandissante, traduisant aussi la détermination à défendre les acquis. Ces années du mandat britannique étaient donc marquées par une complexité où s'entremêlaient espoir, conflits et efforts diplomatiques. Les acteurs locaux naviguaient dans un contexte de bouleversement majeur, où chaque décision pouvait avoir des conséquences durables. L'équilibre fragile entre coexistence et opposition se transforma progressivement en un affrontement plus marqué, annonçant les développements politiques et sociaux des décennies suivantes. Cette période demeure essentielle pour comprendre les racines des dynamiques actuelles avec leurs multiples facettes. L'analyse des archives historiques révèle que les choix britanniques, parfois ambivalents, reflétaient des impératifs contradictoires. Le mandat devait répondre aux attentes de la Société des Nations tout en tenant compte des réalités du terrain. La situation démographique changeante, les enjeux économiques et la montée des nationalismes contribuèrent à renforcer le caractère volatile de la région. Cette évolution s'inscrivit dans un panorama mondial bouleversé par les conséquences de la Grande Guerre et les modifications des frontières. Les conflits sociaux et politiques se déployèrent également sur un terrain culturel, avec des tentatives de valorisation des identités respectives. Les élites arabes cherchèrent à restaurer un leadership face à la montée du sionisme, utilisant les institutions religieuses et sociales pour mobiliser. De leur côté, les Juifs utilisèrent la langue hébraïque et la renaissance culturelle pour renforcer la cohésion interne. Ces phénomènes mirent en lumière l'importance des symboles dans la construction de sentiments nationaux et dans la défense des aspirations propres à chaque communauté. L'administration britannique, souvent critiquée pour son inefficacité et son inconstance, chercha à maintenir l'ordre par des moyens administratifs et de sécurité. Ces décisions oscillèrent entre concession et répression, tentatives de médiation et prise de position. Cette politique, loin de stabiliser la région, contribua parfois à exacerber les antagonismes, nourrissant un ressentiment durable. L'expérience du mandat fut ainsi marquée par une difficulté constante à concilier des intérêts divergents dans un cadre imposé. En résumé, la période du mandat britannique en Palestine fut une étape charnière dans l'histoire du Proche-Orient. Elle fut traversée par une intensification progressive des tensions entre communautés, par les premiers moteurs de nationalisme politique et par la mise en place des structures qui allaient influencer la suite des événements. Cette époque historique nécessite une lecture attentive dans sa complexité, en prenant en compte les multiples dimensions sociales, politiques et culturelles qui s'entrelacent. Une compréhension approfondie de ce moment éclaire les dynamiques contemporaines avec leurs enjeux persistants et leur mémoire partagée. À mesure que cette période trouble s'achevait dans le milieu du XXe siècle, les fondations étaient posées pour les conflits qui allaient suivre. Le mandat britannique tentait de gérer un équilibre fragile, ne put empêcher la polarisation des positions. La communauté internationale se trouva de plus en plus sollicitée pour intervenir dans la résolution des différends. Cette étape de l'histoire palestinienne annonce ainsi les défis majeurs qui se profilèrent avec la fin du mandat et l'avènement de nouvelles configurations politiques régionales. La transition vers la période suivante se prépare donc sur ce terreau complexe, riche en leçons et en interrogations. La création de l'État d'Israël et ses conflits. La création de l'État d'Israël, puis les conflits qui ont suivi, résultent d'un contexte complexe, marqué par des dynamiques territoriales, démographiques et politiques profondément enracinées dans l'histoire. La région connue sous le nom de Palestine, anciennement sous mandat britannique depuis la fin de la Première Guerre mondiale, est le théâtre de tensions croissantes entre différentes communautés. À partir de la fin du XIXe siècle, le mouvement sioniste se développe, prônant l'établissement d'un foyer national juif dans cette zone. Ce mouvement s'appuie sur des arguments historiques, religieux et culturels, cherchant à offrir un refuge aux populations juives en Europe et ailleurs, particulièrement face aux persécutions croissantes.
Durant les années précédant la Seconde Guerre mondiale, l'immigration juive dans la région s'intensifie, notamment due aux conséquences tragiques de l'antisémitisme européen. Cette augmentation démographique provoque des inquiétudes et des oppositions importantes parmi la population arabe locale, majoritaire en nombre et attachée à sa terre depuis plusieurs générations. Les tensions deviennent rapidement conflictuelles, donnant lieu à des affrontements et des violences, reflétant un antagonisme plus large sur la possession et l'avenir du territoire. Les autorités britanniques peinent à gérer cette situation, franchissant parfois des mesures restrictives malgré leurs obligations internationales. La création officielle de l'État d'Israël en 1948 correspond à la fin du mandat britannique et à la reconnaissance des Nations Unies du plan de partage destiné à répartir la Palestine entre un État juif, un État arabe et une zone internationale pour Jérusalem. Ce plan suscite une adhésion partielle. Du côté juif, il est accepté malgré des réserves, tandis que la majorité arabe le rejette fermement, considérant qu'il porte atteinte à leurs droits nationaux. La déclaration d'indépendance est suivie immédiatement par une guerre opposant Israël à une coalition de pays arabes voisins. Ce conflit, dit de la guerre d'indépendance, provoque des déplacements massifs de population avec des conséquences durables sur la démographie. Les années suivantes sont marquées par une succession de guerres et d'affrontements qui renforcent la polarisation entre Israël et ses voisins, ainsi que la complexité de la situation interne. La guerre de 1956, à l'origine liée au contrôle du canal de Suez, illustre les rivalités internationales qui s'entrelacent avec les enjeux régionaux. La victoire israélienne alimente un sentiment de sécurité, mais aussi une méfiance accrue des États arabes, préparant les conditions des conflits ultérieurs. La guerre des 6 jours, en 1967, modifie profondément la cartographie, avec la prise de territoires tels que le Sinaï, la Cisjordanie, Jérusalem-Est et le plateau du Golan. Ces conquêtes territoriales posent des questions fondamentales sur la légitimité, le droit international et la vie quotidienne des populations concernées. Les résolutions des Nations Unies appellent au retrait israélien des territoires occupés, sans parvenir à résoudre durablement les différends. Parallèlement, le mouvement palestinien s'organise de manière plus structurée, incarné notamment par l'Organisation de libération de la Palestine, visant à établir un État souverain. Cette dynamique est freinée par des campagnes militaires, des opérations de sécurité et des réponses internationales souvent divisées, contribuant à entretenir un climat d'instabilité. La guerre du Kippour, en 1970, initiée par une surprise militaire arabe, expose les vulnérabilités stratégiques d'Israël malgré des gains territoriaux précédents. Cet épisode engendre un profond questionnement sur les priorités nationales et suscite une évolution des mentalités politiques tant à l'intérieur qu'à l'étranger. Par la suite, les accords de paix, à commencer par celui de Camp David en 1978 entre Israël et l'Égypte, montrent une volonté de dépasser le cycle des conflits, même si la paix reste fragile. Le retrait israélien du Sinaï est une étape significative, bien que les tensions perdurent ailleurs dans la région. Les décennies suivantes voient l'émergence de processus de paix intermittents, accompagnés d'actes de violence, d'attentats et de répression qui affectent profondément la société et la politique. L'intifada, soulèvement populaire palestinien, marque une nouvelle forme de contestation, amplifiant les revendications et les souffrances. Sur le plan international, les États et organisations interviennent pour tenter de négocier des compromis durables, sans succès complet à ce jour. La question des colonies israéliennes en territoires occupés reste l'une des principales sources de discorde, compliquant les discussions sur une solution à 2 États. D'un point de vue démographique, la population d'Israël s'est diversifiée avec l'arrivée de vagues successives d'immigrants, notamment en provenance d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Cette diversité culturelle et religieuse constitue une richesse, mais peut également alimenter des tensions internes
liées aux différences d'identité et d'appartenance. Parallèlement, les Palestiniens des territoires occupés continuent à dénoncer les restrictions et les conditions de vie difficiles, exprimant un besoin profond de reconnaissance politique et sociale. Cette dualité reflète la complexité d'une coexistence marquée par l'histoire et les intérêts divergents. Au niveau politique, Israël a dû concilier des demandes internes variées, oscillant entre des positions de droitisme sécuritaire et des tentatives d'ouverture au dialogue. La scène politique est fragmentée, témoignant d'une société en perpétuel débat sur l'orientation à adopter. Les gouvernements successifs ont alterné entre fermeté et volonté de négociation, reflétant la difficulté de trouver un équilibre entre sécurité, justice et paix. Cette complexité se manifeste également au niveau international, où les alliances et hostilités se modifient en fonction des enjeux géopolitiques et des intérêts stratégiques. En conclusion, la création de l'État d'Israël et les conflits qui ont suivi s'inscrivent dans un cadre historique et politique aux multiples facettes. La compréhension de cette réalité implique de prendre en compte les souffrances, les aspirations et les revendications de toutes les parties impliquées. L'histoire est faite d'événements marquants qui ont façonné la région, souvent à travers des confrontations douloureuses, mais aussi des tentatives de réconciliation. Cette période, bien que complexe, ouvre la voie à une réflexion approfondie sur les mécanismes du pouvoir, la construction nationale et les possibilités futures pour une coexistence pacifique. Dans la continuité de ces enjeux, l'exploration suivante portera sur les transformations sociales et culturelles qui ont accompagné ces événements, offrant un regard sur la vie quotidienne et les identités plurales dans cette région aux multiples. Histoire. Israël contemporain entre défis et perspectives. Israël, en tant que nation et espace géographique, présente une diversité complexe sur les plans politiques, social et culturel, façonnée par une histoire riche et mouvementée. Depuis son établissement officiel en milieu du XXe siècle, il a connu une évolution rapide, au cœur d'une région marquée par des interactions constantes entre communautés, religions et puissances étrangères. Cette présence nouvelle s'est accompagnée de défis internes et externes que l'on peut analyser sans parti pris en s'appuyant sur des faits et des dynamiques actuelles. Sur le plan démographique, Israël rassemble une mosaïque variée, composée principalement de populations juives originaires de différents continents, mais également d'importantes minorités arabes, chrétiennes et druzes. Ces groupes contribuent à la richesse culturelle, tout en étant parfois à l'origine de tensions liées à l'identité et à la reconnaissance mutuelle. La coexistence de ces composantes sociales exige un équilibre délicat, que le pays tente de maintenir par des lois, des politiques publiques et des initiatives communautaires. Le paysage politique israélien reflète cette diversité avec un système parlementaire multipartite où se confrontent des courants idéologiques allant du sécularisme à un nationalisme religieux affirmé. Les débats fréquents au sein de la Knesset incarnent cette pluralité d'opinions, mais révèlent aussi des fractures profondes sur des questions fondamentales comme la sécurité, les relations avec les territoires palestiniens et les droits civiques. Le fonctionnement démocratique reste un élément clé, bien que soumis à des controverses concernant les principes d'égalité et d'inclusion. Israël occupe une position géopolitique unique, étant entouré par des voisins avec lesquels les relations oscillent entre coopération limitée et conflits ouverts. La signature d'accords de paix avec certains pays arabes a marqué des avancées diplomatiques importantes, ouvrant de nouvelles perspectives économiques et stratégiques. Cependant, la question palestinienne demeure au cœur des tensions régionales et internationales, affectant la stabilité et la vision à long terme du pays. La complexité de ce contexte exige une compréhension nuancée et attentive des différentes positions et revendications. Sur le plan économique, Israël s'est imposé comme une puissance technologique et innovante. Le pays investit massivement dans la recherche scientifique,
les technologies de pointe et l'éducation supérieure. Des secteurs comme la cybersécurité, la biotechnologie et l'agriculture avancée illustrent cette capacité à développer des solutions adaptées à un environnement souvent difficile. Ces avancées économiques ont un impact considérable sur la communauté mondiale et offrent au pays une certaine influence sur la scène internationale. La société israélienne se caractérise par une vitalité culturelle remarquable. La coexistence de plusieurs langues, traditions artistiques et manifestations religieuses enrichit le tissu social, bien que parfois accompagné de débats autour du rôle de la religion dans la sphère publique. La musique, la littérature et le cinéma israélien témoignent de cette diversité tout en explorant les thèmes de l'identité, de la mémoire et des réalités contemporaines. Les défis sociaux restent néanmoins nombreux. Les inégalités économiques, le logement, l'éducation et les soins de santé font partie des enjeux constants pour une part significative de la population. La capacité de l'État à répondre à ces besoins de manière équitable conditionne en grande partie la cohésion nationale. À cela s'ajoutent des questions liées à l'intégration des populations immigrées, ainsi qu'à la reconnaissance des droits des minorités. L'environnement et le développement durable occupent également une place importante dans les préoccupations actuelles. Israël se confronte à des problématiques telles que la gestion de l'eau, la préservation des espaces naturels et la lutte contre les effets du changement climatique. Les solutions techniques et politiques mises en œuvre dans ce domaine reflètent une volonté de concilier progrès économique et protection de la nature, nécessitant une coopération locale et régionale. Dans le domaine de la sécurité, Israël investit des ressources considérables pour garantir la protection de ses citoyens face aux menaces diverses. Les services de renseignement et les forces armées jouent un rôle central, tout en étant sujettes à des critiques sur les stratégies adoptées. La sécurité intérieure est également liée à la gestion des relations avec les populations palestiniennes et les différentes factions militantes, ce qui rend la situation particulièrement sensible. Le système éducatif israélien est marqué par un effort constant pour offrir un enseignement de qualité tout en intégrant la pluralité culturelle du pays. Les institutions académiques sont réputées pour leur excellence, contribuant à la recherche et à l'innovation. Toutefois, les différences socio-économiques et culturelles se reflètent dans l'accès aux ressources éducatives, soulevant des questions de justice sociale et d'égalité des chances. Le dialogue interculturel et interreligieux constitue une dimension essentielle du paysage contemporain israélien. Malgré les tensions historiques, des initiatives de coopération et de compréhension mutuelle s'efforcent de bâtir des ponts entre communautés. Ces efforts, bien que parfois fragiles, montrent une aspiration partagée vers une coexistence pacifique, condition nécessaire à la stabilité et au développement. En somme, Israël aujourd'hui se trouve à la croisée de défis multiples et d'opportunités variées. Son histoire ancienne nourrit une identité profonde, tandis que ses réalités contemporaines demandent des réponses adaptées aux enjeux du présent. Le pays évolue dans un environnement international complexe, où se croisent intérêts, pressions et aspirations diverses. Cette situation impose un regard factuel et mesuré, permettant de saisir la richesse et les complexités de cet État dans son contexte actuel. La perspective future d'Israël dépendra largement de la capacité de ses dirigeants et citoyens à gérer les tensions internes, tout en développant des relations constructives avec leurs voisins. La recherche d'un équilibre entre sécurité, justice sociale et développement économique s'impose comme un défi majeur. La compréhension des racines historiques et des réalités actuelles reste indispensable pour envisager les voies possibles vers un avenir plus stable et prospère. Ce parcours permet d'intégrer les dimensions historiques et contemporaines d'Israël dans une réflexion globale, ouvrant la porte à l'exploration approfondie de ses interactions avec les autres acteurs de la région. Les questions abordées ici fournissent un cadre d'analyse utile pour la suite de cette étude, où la dynamique entre mémoire, identité et politique internationale
continuera d'être au centre des investigations.